Alors, tout d'abord, au nom de la rédaction, je vous remercie de bien vouloir nous accorder cet entretien. Dieudonné, le 12 et le 13 janvier prochain, vous jouerez votre tout dernier spectacle La Guerre à Fontaine-Melon dans le canton de Neuchâtel. Pourquoi avoir choisi cette salle pour votre venue en Suisse? J'ai déjà joué mes spectacles dans cette salle, les spectacles précédents. Et puis la personne qui organise ma tournée, rencontre quelques difficultés pour pouvoir, notamment à Nyon par exemple, où il y a une telle pression des organisations racistes, je les appelle comme ça, hein, la CICAD, je crois. C'est des organisations qui ne veulent pas de cette culture certainement qui les dérange, une culture ils l'ont fait savoir lors de mes spectacles précédents qu'ils n'appréciaient pas mon humour. Et donc c'est eux qui organisent la censure en Suisse en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et donc ils font pression sur les municipalités pour que ces municipalités ne programment pas mes spectacles. D'accord. En janvier 2014, l'hebdomadaire GHI avait interviewé votre producteur en Suisse et avait titré son article Les Suisses adorent Dieudo. Que pensez-vous de ce titre qui contraste sensiblement avec le traitement médiatique en France à votre égard? Eh bien, il est clair que le public suisse est très réceptif à mon style humoristique, à mon univers, et j'en suis ravi, évidemment. Euh, il y a en tout cas un traitement qui est un peu différent en Suisse. C'est une autre façon d'aborder euh, le journalisme, j'ai l'impression aussi. Les pressions qui sont orchestrées par les intérêts israéliens sont peut-être moins fortes, ou alors du moins ça fonctionne moins. Les Suisses sont un petit peu plus imperméables à ce type de pression. Alors qu'en France, il est clair que les médias sont en grande partie au service des intérêts de l'État d'Israël. D'accord. Depuis quelque temps, Manuel Valls se répand dans les médias pour s'attaquer à Alain Soral et à vous-même. Vous avez d'ailleurs déposé une plainte en justice à son encontre. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette frénésie de Manuel Valls? On l'avait vu, Manuel Valls, il s'était fait piéger lors d'une campagne qu'il menait à Ivry. Il y avait une caméra cachée où on l'entendait expliquer qu'il manquait dans cette ville d'Evry de white et de blancos. Je pense que Manuel Valls a réellement un problème avec les Français d'origine africaine, fondamentalement. Il est fondamentalement racialiste, je pense. White et blancos représentant pour lui certainement son monde et le monde du développement, de la civilisation, du progrès. Et en tout cas, et ça n'était pas la seule fois, sur la ville d'Evry, parce que nous nous sommes présentés face à lui avec Nolan. Nolan, ce prince d'Armorique qui avait giflé Manuel Valls il y a un peu moins d'un an maintenant, eh bien, je crois que il a une obsession, Manuel Valls, c'est aujourd'hui se battre contre les Français d'origine africaine et notamment également les musulmans. Voilà, c'est son obsession. On le voit, il est sur la ville d'Evry, en tout cas c'est la réputation qu'il a, et puis dans les déclarations qu'il fait aujourd'hui, il est clair que il s'en prend à moi et Soral, mais parce que ça, je crois il a la sensation qu'il a fondé une partie de sa carrière sur cette carrière politique, sur nous, en fait, sur l'idée de mettre des épouvantails dans le champ politique avec ces grands mots, la haine, l'antisémitisme, alors que, bien évidemment, Manuel Valls est bien plus antisémite que moi. Oui, alors Manuel Valls justement était sur le plateau d'ONPC avec Joe Starr. Joe Starr qui a suggéré dans son dernier livre que vous n'éduquiez pas votre public. Que lui répondez-vous? Je vais prendre le temps de bien analyser. Joe Starr, c'est une victime pour moi, une victime d'un système. C'est quelqu'un
aujourd'hui sur un plateau face à Manuel Valls et lui-même qui est noir, je crois qu'il essaye de survivre dans un endroit extrêmement hostile. Donc ça n'est pas celui. Pour moi, c'est une personne qui a du mal. On a le même âge, et de la même génération, et il collabore dans un système qui ne l'aime pas. D'ailleurs, je crois même que dans cette émission, il a été sanctionné par le CSA pour avoir, je sais plus quoi, des propos homophobes, je sais pas. Donc j'ai la sensation que on se sert de lui, que lui le sait, mais qu'il essaye de survivre. C'est des publicités, c'est des films, c'est un milieu. Je crois qu'il doit aimer le monde du showbiz et il se voit vieillir et donc me cracher dessus, de toute façon, c'est un gage qu'il donne auprès de ses maîtres. D'ailleurs, il avait joué le rôle d'un homosexuel dans un film. Ça, je sais pas jusqu'où il va. Ouais, c'est ça. En même temps, il joue le rôle d'un homosexuel et en même temps, il est traité d'homophobe. Enfin bon, il est utilisé, il ne sait plus trop comment faire, je crois, pour être soi-disant subversif. C'est un petit peu un personnage qui est présenté comme étant subversif. Et la subversion de Joe Star, c'est quoi? C'est de dire que de donner une éducation publique devant Manuel Valls. Je ne sais pas si c'est peut-être très subversif de dire ce genre de choses. Alors, Oui. Changeons complètement de registre. L'islamologue genevois Tarek Ramadan fait face à des accusations d'agression sexuelle. Vous l'aviez rencontré en personne il y a quelques années. Quelles impressions avez-vous gardées de cette rencontre? Moi, j'ai gardé une très très bonne impression de Tariq. Et toutes les personnes qui l'ont rencontré, que je côtoie, ont gardé une très très bonne impression de lui. Tout le monde est très circonspect sur ces accusations. Laissons encore une fois le soin au juge de s'exprimer. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que dans son cas, la présomption d'innocence n'existe pas, alors que dans le cas d'un DSK, par exemple, tout le monde, toute la classe politique a crié à la présomption d'innocence alors qu'il était pris la main dans le sac et qu'il avait été filmé et qu'il était en fuite. Là, c'est la parole des uns contre la parole des autres et je suis même très étonné que les victimes s'expriment aussi librement dans les médias genre BFM et autres, quoi. Le journaliste de LCP et de Radio J, Frédéric Aziza, qui consacrait beaucoup de temps à vous attaquer, a de son côté fait l'objet d'une plainte pour harcèlement sexuel. Il a été suspendu de LCP momentanément. Quel est votre commentaire sur cette affaire? Là, encore une fois, il y a une victime, il a reconnu les faits. On n'est pas du tout dans le cadre de Tariq Ramadan, où là, c'est vraiment c'est très différent. Là, c'est clairement un délinquant qui a assumé, qui a assumé ses actes et qui se trouve être sur un service public payé par l'État, par les citoyens français. Donc c'est proprement impossible d'imaginer qu'il puisse être réembauché sur lui. Vous vous rendez compte, moi, pour avoir fait des blagues, je me suis vu écarté du champ public et interdit de la tribune médiatique de l'État, ou même des scènes dans certaines, on fait des arrêtés municipaux et autres. Et là, pour un délinquant qui a avoué un délinquant sexuel, là, c'est quand même incroyable le deux poids deux mesures dans le traitement en France aujourd'hui et par rapport à la justice. Moi, j'ai rien contre lui. Personnellement, je le connais pas trop. Je ne m'intéresse pas à son travail. Mais ce que je vois, c'est que oui, il s'en est pris régulièrement à moi, lui, et qu'aujourd'hui, il est dans une situation très délicate. Je ne pense rien. L'homme, je ne le connais pas. Voilà, je ne laisserai pas garder, évidemment, mes enfants. Autre personne exclue, mais pas pour harcèlement sexuel, Gérard Filoche a été exclu donc du PS pour avoir retweeté un photomontage d'Emmanuel Macron. Que pensez-vous de cette affaire, de son attitude? Oui, j'ai suivi cette affaire. C'est toujours pareil. Je pense que lui-même a servi un système. On s'est servi de lui jusqu'au bout et puis on le jette parce qu'il ne sert plus à rien, parce qu'il
sert plus à rien. La gauche antiraciste socialiste, elle n'existe plus. De toute façon, maintenant, elle est au service d'un État raciste, c'est celui d'Israël. Et tous ces gens-là ne servent plus à rien. Donc, ils sont montrés du doigt comme antisémites. Donc, on va terminer par le carnet noir. Donc, hier, l'écrivain Jean d'Ormesson est mort. Quelle est votre réaction à la mort de cette personne? Vous aviez d'ailleurs prononcé une oraison funèbre dans un sketch chez Ardisson en 2003. Ouais, je me souviens, j'avais pas eu tellement le temps de préparer tout ça, mais je me souviens de la rencontre. C'était quelqu'un de charmant. Effectivement, il avait le regard assez pétillant. Je le connaissais pas assez pour pouvoir en parler, mais il appartient à une génération qui tout naturellement, par la force des choses, est en train de disparaître. Et il y avait, en tout cas chez lui, j'ai l'impression, un sens critique, et il avait un regard beaucoup plus, finalement, plus provocateur que ce qu'on entend aujourd'hui à la télévision. Maintenant, encore une fois, c'est un membre, il était un personnage central d'un système qui, de toute façon, est en train de disparaître. Et aujourd'hui, le rocker français Johnny est mort. Est-ce que vous avez un petit mot à ce sujet? Ouais, justement, j'étais en train de préparer une petite réaction là, puisque régulièrement je fais des petites vidéos pour raconter ma vie en tournée un peu partout en France. Et donc je m'apprêtais, oui, alors évidemment pour l'homme, je suis désolé, il a eu une belle vie, 76 ans je crois. 74. 14, enfin. Des beaux enfants, c'est déjà un bel âge, et puis c'est une très belle vie, un succès quand même extraordinaire au niveau professionnel pour un interprète, parce que finalement il était interprète de chansons d'autres et composées par d'autres. C'est une histoire qui, je suis pas sûr, pourra se reproduire dans les années qui viennent avec l'avènement d'Internet et tout ça. Ça fait partie de ces histoires d'un monde, d'une société, d'une époque. Je crois qu'il était le pilier justement d'un show business français qui est en train de disparaître. Je vous remercie, Dieudonné. Avec grand plaisir.